On va revenir sur cette décision historique du président de la République Emmanuel Macron qui va reconnaître l'État de Palestine. Il va reconnaître cette décision. Il l'a prise seul, pas seul contre tous, je le disais, puisqu'il a été applaudi par la France insoumise. Il a été salué aussi par le Hamas. Les Français, ils ne sont pas contre la reconnaissance de l'État de Palestine. Ils ne veulent juste que ça ne soit pas maintenant, pas dans ces conditions, pas dans ce chaos-là. Pas avec des otages dans les tunnels, pas avec le Hamas qui aujourd'hui fait la loi dans la bande de Gaza. 78% des Français sont contre une reconnaissance immédiate et sans condition. C'était un sondage IFOP publié il y a tout juste un mois. C'était pas il y a 10 ans, c'était il y a un mois. S'oppose à la reconnaissance immédiate de la Palestine. Je voudrais qu'on voit le sujet d'Augustin Donadieu. On va essayer de se poser toutes les questions ce matin. C'est vrai que c'est difficile parfois d'avoir des débats, des échanges sereins sur cette question-là. Et on va essayer de s'y atteler ce matin. Augustin Donadieu. L'annonce est tombée hier soir sur le compte X du président de la République. La France va reconnaître l'État de Palestine en septembre prochain devant l'ONU. Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j'ai décidé que la France reconnaîtra l'État de Palestine. J'en ferai l'annonce solennelle à l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre prochain. Réaction immédiate de l'État hébreu, le Premier ministre Benyamin Netanyahou parle d'une décision qui encourage le terrorisme. Nous condamnons fermement la décision du président Macron de reconnaître un État palestinien. Un État palestinien servirait de tremplin pour anéantir Israël et non pour vivre en paix à ses côtés. Soyons clairs, les Palestiniens ne cherchent pas un État à côté d'Israël, ils cherchent un État à sa place. Outre-Atlantique, la surprise est totale. Le secrétaire d'État Marco Rubio annonce que les États-Unis rejettent fermement le projet d'Emmanuel Macron. Cette décision irresponsable ne fait que servir la propagande du Hamas et porter atteinte à la paix. C'est une gifle aux victimes du 7 octobre. Du côté du Hamas, la satisfaction est là. Nous considérons cela comme une étape positive dans la bonne direction pour rendre justice à notre peuple palestinien opprimé et soutenir son droit légitime à l'autodétermination. Même satisfaction dans les rangs de la France insoumise. La victoire morale est là, mais on connaît la technique des annonces différées de Macron. Depuis des mois, ce type de comportement encourage la durée du crime à Gaza. Pourquoi en septembre et pas maintenant ? Et l'embargo sur les armes et la rupture de l'accord de coopération. Le Royaume-Uni et le Canada avaient eux aussi ouvert la voie à une éventuelle reconnaissance de la Palestine. Mais à ce jour, aucun de leurs dirigeants n'a franchi le pas. Et je me tourne vers vous, Élie Korchia. De quoi cette reconnaissance est-elle le nom ? Écoutez, je crois que depuis hier soir, il y a effectivement, pour beaucoup de Français, pas seulement pour les Français juifs, même si évidemment cette décision est importante parce qu'on sait très bien que lors des chiffres sur l'antisémitisme qui ont explosé, on sait très bien que les Juifs sont aujourd'hui principalement pris à partie dans notre pays, comme dans d'autres d'ailleurs, sur ce qui se passe à 4000 km d'ici en Israël. Donc il y a une répercussion évidemment par rapport à nous. Mais je crois qu'en tant que citoyens, c'est une annonce qui nous a plongés dans l'incompréhension et la colère, pour une raison toute simple. On connaissait le en même temps du président de la République. Là, j'ai l'impression que c'est à contre-temps. On est à contre-temps du sens de l'histoire. Cette reconnaissance unilatérale par le président de la République, qui avait dit il y a 3 mois le contraire de ce qui vient de se passer, puisqu'il avait dit qu'il y aurait effectivement le principe d'une reconnaissance d'un État de Palestine par la France à partir du moment où des conditions seraient remplies. Et bien évidemment, dans ces conditions, il y avait la démilitarisation du Hamas, qui ne pouvait pas rester l'organe de gouvernance sur place, un mouvement terroriste qui a commis le pogrom du 7 octobre. Et deuxièmement... Qui a du sang français sur les mains. Hein. Bien sûr. Il a du sang français sur les mains. Et ce qui est terrible, c'est que la France et le président de la République a été le premier pays à organiser le 7 février 2024 une cérémonie nationale pour les 50 Français qui étaient tombés lors du pogrom du 7 octobre. Et nous sommes aujourd'hui le pays qui décide de faire cette reconnaissance unilatérale à la rentrée prochaine, alors que le Hamas est encore au pouvoir et alors que les otages ne sont pas libérés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pression devrait être sur le Hamas pour libérer les otages. Et nous savons très bien que si les otages étaient aujourd'hui enfin libérés par le Hamas, la guerre se stopperait immédiatement et on aurait un cessez-le-feu immédiat. Faire ça aujourd'hui, avec sous les compliments, les félicitations du Hamas, c'est quelque chose de très choquant.
Moi, quand je vois le Hamas qui félicite le président de la République, je me dis que nous avons un vrai problème aujourd'hui dans notre pays et que c'est choquant. Comme je vois Jean-Luc Mélenchon se satisfaire d'une victoire morale. Victoire morale. Mais pardonnez-moi, vous ne répondez pas à ma question. De quoi cette décision est-elle le nom ? Écoutez, pour répondre à votre question, je crois qu'il y a une volonté aujourd'hui du président de la République de vouloir peser sur la situation au Proche-Orient pour essayer de jouer un rôle sur le plan international. On ne peut voir cette décision que comme cela. Et malheureusement, quand je vous dis que ça va à contre-temps, à contre-courant du sens de l'histoire, c'est qu'au lieu de pouvoir bénéficier d'un rôle plus accru dans la région, je crains que notre pays, la France, perde encore plus de crédibilité par rapport à ce qui est en train de se passer sur place. La guerre à Gaza, encore une fois, il est important de le dire, elle est difficile, elle est douloureuse, elle est tragique. Mais qui a mis la région dans le chaos? Qui entretient encore cette guerre en ne libérant pas les otages? C'est le Hamas. Et c'est aujourd'hui cette reconnaissance, quelque part, qu'on le veuille ou non, une victoire, un satisfecit donné au Hamas. Et c'est, je crois, ce qui nous est le plus insupportable. Et c'est ce pourquoi vous êtes ce matin sur notre plateau pour apporter cette parole-là. Mais ça peut être intéressant vraiment de poser la question à tout le monde autour du plateau. De quoi cette décision est-elle le nom? Parce qu'elle est en contradiction, je le disais, à l'ensemble, une grande majorité de la population française qui n'est pas contre une reconnaissance de l'État palestinien. La France veut la paix. Un civil qui meurt à Gaza, c'est un enfer sur terre, comme tout civil qui meurt dans cette planète. Okay, une guerre, c'est terrible. Mais de quoi est-elle le nom? 78% des Français ne veulent pas d'une reconnaissance immédiate et sans condition de l'État de Palestine. D'accord? Ce qui m'a marqué hier soir, parce qu'on va entendre beaucoup de déclarations, évidemment, mais ce qui me marque hier, c'est que les premières réactions positives à cette décision, donc d'un homme seul, répétons-le, d'un homme seul, c'est le satisfecit de la France insoumise, mais le pire, c'est que le Hamas se permet de communiquer. Reconnaissance par la France d'un État de Palestine, le Hamas salue un pas positif, appelle d'autres pays à faire de même. Alors Philippe Carsanti, vous êtes porte-parole du comité Trump France. Vous étiez dans la matinale de CNews avant, mais je vous ai demandé de rester parce que c'est important de voir que cette décision a choqué outre-Atlantique. Parce que la position américaine n'est pas du tout la position française. De quoi la décision d'Emmanuel Macron est-elle le nom? C'est la seule question qu'on doit se poser ce matin. Alors, je vais vous... Bon, d'abord, je suis arrivé un peu tardivement ce matin dans la matinée. Oui, parce que j'ai passé la nuit avec les gens à Washington pour essayer de comprendre. La décision d'Emmanuel Macron est le nom de la frustration de n'être plus rien en France. Il ne peut faire qu'exister à l'extérieur. C'est la frustration, mais c'est aussi la soumission, mais c'est aussi la capitulation. Et le mot que j'ai entendu à Washington, le nom que j'ai entendu à Washington de plusieurs interlocuteurs, c'est « Est-ce que Emmanuel Macron est le nouveau maréchal Pétain ?» C'est-à-dire que... Non mais c'est-à-dire qu'ils ont le sens de la nuance à Washington. Absolument, absolument. On ne va pas comparer le maréchal Pétain à Emmanuel Macron. Je vous dis, vous savez, c'est à quoi ça conduit. La seule chose qu'il faut entendre, c'est que depuis le maréchal Pétain, il n'y a pas eu de président en France aussi hostile à Israël et aux Juifs. C'est très important. On peut être en contradiction avec le président de la République, mais nous, Français, on a du mal à recevoir ces leçons-là du côté des États-Unis. Écoutez, moi je vous dis simplement une chose. En tout cas, ce que m'a dit Washington... Je ne suis pas l'avocat d'Emmanuel Macron. Je vous suis souvent pour savoir. La réaction à Washington va être très forte. Les Américains sont furieux. Je dis encore plus furieux que les Israéliens parce qu'en fait, les Israéliens, de ce que j'ai compris, en gros, ils avaient compris que Macron était totalement hors jeu. Aux États-Unis, on pensait qu'Emmanuel Macron pouvait encore jouer un rôle. J'entends. Voilà. Bon, la frustration, je retiens ce que vous dites sur la frustration. J'enlève évidemment la référence au maréchal Pétain. Et je commençais cette émission en disant c'est un sujet qui est terrible. Il y a des morts tous les jours. Il y a une situation gravissime sur le sol gazaoui et en Israël. Vous avez des otages qui sont présents. Si on pouvait avoir une discussion sereine, saine, apaisée et intelligente, ce serait bien pour tout le monde. Michel Fayad, je vous pose la même question que je vais poser à tout le monde ce matin, et c'est intéressant. De quoi cette décision est-elle le nom? Pardonnez-moi. Moi, je pense que c'est une décision qui, en réalité, soutient la création d'un État terroriste pour une raison très simple. En fait, tout le monde a cité le tweet de Emmanuel Macron, mais personne n'a cliqué pour lire la lettre. Parce que dans la lettre, il y a des conditions qui sont posées. Il est écrit que le Hamas doit être démilitarisé. Il est écrit également qu'il doit y avoir des élections en 2026. Et là, la question que je pose, c'est si en 2026, les élections ont lieu et que le Hamas remporte ces élections, après avoir même, disons, désarmé, qu'est-ce qui se passe si du coup, il prend le contrôle
de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, étant donné qu'il a remporté les élections, prend le contrôle de la police de l'autorité palestinienne, prend le contrôle de l'armée de l'autorité palestinienne et donc, du coup, crée un État terroriste, non plus sur la bande de Gaza, mais sur l'ensemble des deux territoires, et la bande de Gaza et la Cisjordanie. Ce que vous dites est passionnant, Michel Fayad. C'est-à-dire que peut-être en 2026, puisqu'on a reconnu l'État de Palestine, si demain vous avez donc le Hamas qui prend la tête de cet État, peut-être que le Hamas sera reçu à l'Élysée, puisqu'on reconnaît cet État. Tout à fait. Et en tout cas, c'est comme d'ailleurs Joulani a été accueilli par Emmanuel Macron quand il a pris le contrôle en Syrie. Mais là, c'est vraiment ce qui est écrit. Voilà, je crois que vous le montrez. Dans ce contexte, j'ai l'honneur de vous confirmer qu'il y a la lumière, mais c'est la lettre. Là. Oui, il y a un autre paragraphe qui dit donc... Non, mais vous l'avez précisé, bien sûr. Voilà. Les conditions qui permettent. Donc, à ce moment-là, on peut se dire également, Charlotte Dornelas, que finalement, la position d'Emmanuel Macron est la même depuis le début. C'est-à-dire qu'il dit « je reconnais l'État de Palestine », mais en même temps, il y a des conditions. C'est-à-dire que si ces conditions ne sont pas remplies en septembre, peut-être qu'il ne reconnaîtra pas l'État de Palestine à l'ONU. Ça veut dire qu'en fait, on s'est fait une nouvelle fois, c'était l'expression consacrée par le peuple ukrainien au début de la guerre, macroner. C'est parler pour ne... Macroner, c'est parler pour ne rien faire. Charlotte Dornelas, de quoi est-elle le nom, selon vous ? Moi, je suis assez d'accord pour penser, on va dire, qu'Emmanuel Macron essaye d'exister dans ce dossier depuis le début et encore aujourd'hui par cette décision. J'ajouterais simplement une nuance, un désaccord nuancé, on va dire. C'est simplement que je note que tous les gens qui ont une stratégie depuis 1 an et demi dans la région échouent. Le drame est total à Gaza. Israël n'est pas plus en sécurité et le risque que vous évoquez, demain, il peut exister avec ou sans État palestinien. Le soutien, Emmanuel Macron, évidemment, reconnaît, discute avec Mahmoud Abbas. Vous avez raison, il a d'autorité que le nom et le crédit que lui accorde Emmanuel Macron. Mais là, le risque aujourd'hui, c'est que la population palestinienne, d'ailleurs, Benjamin Netanyahou les met déjà dans le même sac, la population palestinienne soutienne du début à la fin le Hamas en raison de la situation humanitaire. Donc il y a aussi une volonté, et je pense que quand l'Arabie Saoudite accueille avec bienveillance cette décision, il y a aussi une inquiétude dans la région de ce que pourrait devenir ce conflit demain. Bien sûr. Donc je vois, Donald Trump nous avait promis de régler le problème beaucoup plus rapidement que ça n'a lieu. Et aujourd'hui, comme avec le conflit en Ukraine, d'ailleurs. Là, exactement. Et aujourd'hui, et je le critique même pas, je pense qu'il découvre que la guerre est compliquée et que tout le monde ne règle pas la guerre comme un deal. Il y a des pays dans le monde qui défendent un peu plus, en effet, qu'un deal avec l'un ou l'autre. Et c'est évidemment le cas dans cette région. Et après, se pose la question, évidemment, même localement, de ce que deviennent aujourd'hui les Palestiniens. Il y a aussi cette décision, elle est prise, et je pense que ça rejoint la volonté d'Emmanuel Macron d'exister dans le dossier, elle est prise à un moment où l'indignation internationale grandit par rapport à ce qui se passe à Gaza. Mais on va sur ce terrain de l'indignation, donc on va sur le terrain de l'émotion, de la morale. Pardonnez-moi. C'est pas que l'émotion et de la morale. Non, mais l'indignation... Au lendemain du 7 octobre, on était tous... Notre émotion, elle est toujours intacte et on a raison. Pardonnez-moi, Charlotte, il y a 3 mois, Emmanuel Macron disait « je ne prendrai pas de décision sur le coup de l'émotion ou de l'indignation. J'irai sur la reconnaissance, qui n'est pas un tabou. Il n'a jamais changé de ligne sur la question de la reconnaissance de l'État palestinien, mais il conditionnait cette reconnaissance avec des éléments vous avez raison, majeurs. Ces conditions, c'est la question que vous posez, à mon avis, est extrêmement importante. C'est-à-dire, d'ici à septembre, quelle preuve même Mahmoud Abbas lui-même va devoir donner, qui il a derrière lui, est-ce qu'il est seulement capable de faire quelque chose? Mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'est pas capable de faire quelque chose d'ici septembre, ça veut dire que le Hamas, élection ou pas, a totalement la main sur la région. Et là, on a de quoi s'inquiéter. Et encore une fois, je le dis, ce qui est terrifiant dans nos échanges, pas ici, mais ce qu'on peut voir à l'extérieur, c'est qu'on a perdu toute rationalité. C'est-à-dire la haine a pris le terrain sur l'échange et la rationalité. Si vous contestez la reconnaissance immédiate d'un État de Palestine, vous êtes donc un génocidaire. Vous faites la même chose qu'ont fait les collabos et donc vous participez à la nazification d'un territoire. On est dans un monde de fous et de haine. Donc moi, la question que je me pose, c'est pourquoi cette position maintenant qui est en contradiction, je le disais tout à l'heure, avec la volonté des Français. Et d'ailleurs, c'est très intéressant puisqu'il dit « j'irai devant l'Assemblée générale de l'ONU ». Jamais il ira devant la représentation nationale en France pour faire un discours, pourquoi pas un vote ensuite à l'Assemblée nationale, puisque en France, notre président est minoritaire, Philippe Bilger.
D'abord, Emmanuel Macron n'est pas à une contradiction près sur les plans diplomatiques ou nationaux. Premier élément, je rejoins ce qu'a dit le président Corsia. On ne peut pas éluder l'explication psychologique d'un Emmanuel Macron qui veut à tout prix justifier qu'il est encore utile avec une méthode qu'il a beaucoup utilisée, c'est de ne se sentir exister que lorsqu'il surprend. Et il y a probablement cette volonté-là. Deuxième élément, mais je le dis avec beaucoup de scrupules, parce que je ne suis pas un spécialiste comme l'ensemble des intervenants ici. Est-ce qu'on connaîtra jamais un bon moment pour reconnaître deux États? Je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, un chef d'État ne doit pas, en quelque sorte, forcer le destin diplomatique? C'est une question que je pose. Et dernière idée, si on me démontrait que la reconnaissance de l'État palestinien, malgré les contradictions, Elliot, que vous évoquez et qui sont très pertinentes, pouvait servir à un moment donné la cause de la paix, je signerais dès demain. Mais franchement, je n'en sais rien. Et alors, je me tourne vers, parce qu'on poursuit le tour de table, et je vais poser la même question à André Valleny, l'ancien ministre que vous êtes. Cher André, on a besoin de comprendre ce matin pourquoi cette décision a été prise. Est-ce que vous avez une grille de lecture? Je vais être obligé de vous décevoir, je ne comprends pas cette décision. Cette annonce. C'est vrai que sur le fond, le principe d'une solution à deux États, c'est la position de la France depuis... Historique, depuis des décennies. Et vous avez passé ce matin sur votre antenne des déclarations de Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac, de François Hollande. La France est pour la solution à deux États. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? D'abord, pourquoi annoncer maintenant qu'il fera ça en septembre? Avec le risque d'être obligé de changer d'avis, parce qu'il avait déjà annoncé pour le mois de juin, ça devait avoir lieu à New York avec l'Arabie Saoudite. Mais il y a eu la guerre de 12 jours en Iran. Exactement. Qui a bouleversé le calendrier d'Emmanuel Macron. Et qui vous dit que d'ici septembre, il n'y aura pas un événement ou plusieurs événements qui obligeront le président Macron à retarder encore cette décision? Et puis surtout, sur le fond, pourquoi maintenant? Il y a encore des otages. Moi, je pense qu'il faudrait conditionner très clairement cette reconnaissance à deux choses. D'abord, que les otages soient libérés, que tous les otages soient libérés, et ensuite, que les élections ne donnent pas la victoire au Hamas. Parce qu'imaginez, c'est ce que vous disiez... C'est Michel Fayette qui en parlait, c'était passionnant. Si jamais le Hamas gagne les élections, on va reconnaître un État avec le Hamas à la tête de cet État? Je ne comprends pas. Je suis désolé de vous décevoir, je n'ai pas d'explication. Mais vous ne me décevez pas. C'est que ce matin, on est là aussi peut-être un peu sidéré par cette position. Je disais, c'est une diplomatie erratique. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ça peut changer. Et peut-être que demain... C'est pas nouveau dans la région. Non. Mon voisin avait rappelé la réception de Djoulani. Djoulani, on était tous terrorisés quand il est arrivé au pouvoir en Syrie. Ça fait 10 ans qu'on soutient l'opposition en Syrie et donc l'arrivée au pouvoir de Djoulani, qui est l'incarnation de l'opposition telle qu'elle était. Donc c'est une stratégie française qui est pas nouvelle. Et on a du mal à apprendre de nos erreurs parce qu'en effet, encore une fois, élection ou pas, parce qu'on ne va pas faire semblant de croire que dans 2 ans, les élections vont être organisées en toute tranquillité dans la bande de Gaza et avec la certitude que tout sera fait parfaitement. Donc c'est une crainte. Élie Corchia. Je voulais rebondir sur ce qui a été dit par mes voisins. La difficulté. Alors je le dis aux auditeurs, vos voisins sont Philippe Bilger et André Valleny. Bien évidemment, je connais bien le président Bilger et le ministre. Non, mais ce que je voulais dire en rebondissant sur ce qui vient d'être dit, c'est que j'entends ce que vous dites sur le fait qu'à un moment donné, un homme politique, un chef d'État doit pouvoir avoir une vision, voire même prendre des décisions impopulaires. Le problème, c'est que nous avons un président de la République qui contredit un président de la République. Il se contredit lui-même, puisque c'est lui qui avait mis comme condition sine qua non la libération des otages et le fait qu'on ne pouvait pas donner ce satisfecit au Hamas, puisque de tout temps, vous avez raison de dire que la position n'a pas changé française sur le fond, sur la reconnaissance d'un État palestinien. En revanche, j'ai toujours entendu les responsables jusqu'au président de la République dire « ce ne peut pas être le Hamas qui gouverne demain cet État de Palestine ». Donc aujourd'hui, donner ce satisfecit indirect au Hamas, c'est effectivement, par rapport à ce que vous disiez sur Mahmoud Abbas, le pire des services
qu'on peut donner d'ailleurs à l'autorité palestinienne. Parce que je crois que ceux qui vont payer les pots cassés de tout cela, ce sont aussi les Palestiniens. Et ça, il faut l'avoir en tête. Si on voulait renforcer Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne dont on connaît la fragilité extrême aujourd'hui, c'était sans doute la pire des choses, puisqu'en renforçant le Hamas, on affaiblit d'autant plus le Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne, qui sont les ennemis jurés, qui sont haïs par les responsables du Hamas. Donc il faut toujours avoir cette réflexion, et je crois qu'il faut réfléchir à cela. Ce n'est même pas une bonne position, une bonne déclaration, une bonne stratégie pour ceux qu'on est censé soutenir en la matière. André Valigny. Un mot pour dire que je souhaite beaucoup de courage au ministre Barrot pour expliquer cette décision. Parce que le Quai d'Orsay va devoir travailler les éléments de langage. S'il a autant de courage pour expliquer la décision qu'il n'en a pour libérer Boualem Sansal, c'est vrai que ça va être très compliqué. Michel Fayad. Oui, je pense qu'il faudrait rappeler aussi aux téléspectateurs l'histoire un petit peu, parce qu'en 1948, l'Égypte a pris la bande de Gaza et la Jordanie a pris la Cisjordanie. Donc pendant 19 ans, l'Égypte a administré la bande de Gaza sans jamais créer un État palestinien. Et la Jordanie, quand elle a pris la Cisjordanie en 1948, l'a annexée. Et donc n'a pas créé d'État palestinien, l'a annexée. Donc il y a quand même cet état de fait qu'il faut quand même rappeler que deux pays arabes, l'Égypte et la Jordanie, alors qu'ils en avaient la possibilité pendant 19 ans, de 1948 à 1967, n'ont pas créé d'État palestinien, ni dans la bande de Gaza, ni dans la Cisjordanie. Et au contraire, donc, l'un l'a annexé, l'autre l'a administré d'un point de vue militaire. Et il y a une chose qui est très importante, je pense, c'est qu'aujourd'hui, toutes les images qu'on reçoit en France, toutes les vidéos, toutes les informations viennent de gens qui sont plus ou moins contrôlés par le Hamas. Et il y a quelqu'un qui passe tout le temps à la télévision partout en France, il s'appelle Rami Abou Jamous. Eh bien, son père était le chef de l'agence Wafa, qui était l'agence de l'OLP. Et maintenant, il est devenu... il est toujours dans la bande de Gaza, donc il travaille pour le Hamas. Donc, contrairement à ce qui est dit sur les plateaux, comme quoi c'est un journaliste indépendant, non, c'est un journaliste de propagande dont le père était l'un des fondateurs du Fatah, un des fondateurs de l'OLP et le chef de l'agence Wafa. À ce jour, au moins 142 États ont reconnu un État palestinien. Et je ne vous ai pas posé la question peut-être que tous les téléspectateurs et les auditeurs d'Europe 1 se posent, c'est qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change de reconnaître un État ? Donc on en parlera après le carillon. Qu'est-ce que ça change pour Emmanuel Macron et qu'est-ce que ça change dans la réalité ? Dans la réalité, bien sûr. Anissa Dadi, bonjour. Bonjour Elliot.